Il n'existe, dans toute la physique, aucune équation qui sache dire ce qu'est le présent. Aucune. Tu peux fouiller les lois qui décrivent les planètes, la lumière, les atomes, les galaxies, tu n'y trouveras nulle part une ligne qui marque l'instant que tu vis en ce moment même, ce maintenant si évident pour toi. Pour les meilleures théories que l'humanité ait jamais écrites, le présent n'a pas de sens particulier. Il n'a pas plus de réalité que n'importe quel autre instant. Et pourtant, tu ne vis que là, dans ce maintenant, comme suspendu sur la crête d'une vague qui ne cesse d'avancer. Cette nuit, je vais te raconter la chose la plus étrange que la science ait découverte sur le monde, et que presque personne n'ose vraiment regarder en face. Le temps, ce temps que tu crois connaître mieux que tout, pourrait bien ne pas exister comme tu l'imagines. Et peut-être même ne pas exister du tout. Reste avec moi, car ce voyage en vaut la peine. Avant la fin de cette histoire, tu sauras pourquoi deux horloges parfaites peuvent ne jamais s'accorder, pourquoi ton propre visage vieillit plus vite que tes pieds, pourquoi le passé et l'avenir ne sont peut-être qu'une affaire de désordre, et pourquoi certains des plus grands physiciens vivants pensent que le temps n'est pas une chose première du monde, mais quelque chose qui en émerge, comme la chaleur émerge de l'agitation des atomes. Tu vas voir le temps se défaire entre tes doigts, morceau par morceau. Et à la toute fin, je te rendrai le seul temps qui te reste vraiment, celui qui compte le plus, et qui n'est écrit dans aucune équation. Commence par la chose la plus simple, celle dont tu es le plus sûr. Tu crois qu'il existe une horloge unique pour tout l'univers. Un grand battement, le même partout, qui ferait avancer le cosmos entier instant après instant, à l'unisson. Le présent sur Terre serait le présent sur la Lune, sur une étoile lointaine, dans une galaxie au bout du ciel. Un seul maintenant, partagé par toute chose. Cette idée te paraît si évidente qu'on hésite à la nommer. Elle a pourtant un nom, et elle est fausse. C'est ce qu'un jeune employé d'un bureau des brevets, à Berne, en l'an 1905, a démoli en quelques pages d'une clarté désarmante. Cet employé s'appelait Albert Einstein, et ce qu'il a compris cette année-là a fissuré pour toujours l'idée d'un temps universel. Voici ce qu'Einstein a pris au sérieux, là où les autres détournaient les yeux. La lumière, disait l'expérience, va toujours à la même vitesse. Peu importe que tu cours vers elle ou que tu la fuis, tu la mesures toujours filant au même rythme, près de 300 000 km à chaque seconde. Pour un caillou lancé, ce serait absurde. Si tu cours vers une balle, elle t'arrive plus vite. Si tu la fuis, elle te rejoint moins vite. Mais la lumière, elle, refuse ce jeu. Quoi que tu fasses, elle garde sa vitesse, inentamée. Einstein s'est demandé ce que devait être le monde pour qu'une telle chose soit vraie. Et la réponse l'a conduit là où personne ne voulait aller. Si la vitesse de la lumière ne change jamais, alors c'est le temps lui-même qui doit plier. Le temps n'est pas le décor fixe sur lequel se jouent les choses. Le temps est souple. Il s'étire et se contracte selon la façon dont tu te déplaces. Arrête-toi sur l'audace de cette idée, car elle a renversé 2000 ans de certitude. Avant Einstein, on imaginait le temps comme une grande horloge cosmique, posée au-dessus du monde, indifférente à tout, battant sa mesure égale pour les rois et les fourmis, pour les planètes et les grains de poussière. Le grand savant qui avait bâti la physique avant lui, Isaac Newton, parlait d'un temps absolu, vrai, mathématique, qui s'écoulait de lui-même, sans relation avec rien d'extérieur. C'était un temps souverain, intouchable, le même partout et toujours. Et voilà qu'un jeune homme sans titre, dans un bureau des brevets, ose dire que ce temps absolu n'existe pas, qu'il n'y a pas d'horloge cosmique, que le temps dépend de celui qui le mesure. C'était une révolution si profonde qu'elle a mis des années à être acceptée, et qu'elle continue, aujourd'hui encore, de heurter notre intuition la plus enracinée. Car ton intuition, elle, reste fidèle à Newton. Tu sens le temps comme absolu. Mais la nature, elle, suit Einstein. Laisse cette idée s'installer, car tout le reste en découle. Imagine deux jumeaux, nés à la même seconde. L'un reste sur Terre. L'autre monte dans un vaisseau capable de filer à une vitesse prodigieuse, proche de celle de la lumière, et s'en va vers une étoile lointaine avant de revenir. Pour le voyageur, le trajet aura semblé durer quelques années. Il revient à peine changé, encore jeune. Mais sur Terre, son jumeau l'attend, et des décennies se sont écoulées. Le frère resté au sol est devenu un vieillard, quand le voyageur a gardé son visage de jeune homme. Ils sont nés ensemble, et ils ne le sont plus.
Le temps n'a pas coulé pour eux au même rythme. Ce n'est pas une illusion, pas un tour de passe-passe. C'est la réalité, mesurée, vérifiée. Et ce qui semble une histoire de science-fiction se produit, à toute petite échelle, autour de toi en cet instant. Car tu n'as pas besoin d'un vaisseau pour le constater. Les physiciens ont pris des horloges, parmi les plus précises jamais construites, des horloges atomiques qui ne se trompent pas d'une seconde sur des millions d'années. Ils en ont placé une dans un avion, lancé autour de la Terre, et gardé sa jumelle au sol. Au retour de l'avion, les deux horloges, réglées au départ avec un son extrême, n'indiquaient plus la même heure. L'écart était infime, quelques milliardièmes de seconde, mais il était là, tel que la théorie le prévoyait. L'horloge qui avait voyagé avait pris du retard sur celle restée immobile. Le temps, pour elle, avait coulé un peu moins vite. Ce n'était pas un défaut des appareils. C'était le temps lui-même qui s'était comporté de façon distincte pour chacune. Et si une horloge embarquée dans un avion te paraît encore trop abstraite, la nature, elle, mène cette expérience sans relâche, au-dessus de ta tête, à chaque seconde. Songe aux rayons cosmiques, ces particules venues du fond de l'espace qui percutent sans cesse la haute atmosphère de la Terre. De ces collisions naissent de minuscules particules que l'on nomme des muons. Ces muons sont des êtres éphémères, condamnés à vivre une durée infime avant de se désintégrer. Si brève est leur vie que, même filant à une vitesse proche de celle de la lumière, ils ne devraient jamais avoir le temps de traverser toute l'épaisseur de l'atmosphère pour atteindre le sol. Le calcul est sans appel. Ils devraient tous disparaître bien avant d'arriver jusqu'à toi. Et pourtant, on les détecte au niveau de la mer, en grand nombre, là où ils n'auraient jamais dû parvenir. Comment? Parce que, pour eux, le temps s'écoule moins vite. Filant à une telle allure, leur horloge interne ralentit, et la fraction de seconde qui leur est accordée s'étire assez pour leur permettre d'achever le voyage. Tu es, en cet instant même, traversé par ces particules qui prouvent, à chaque battement, que le temps n'est pas le même pour tout ce qui bouge. Il y a même une machine que tu utilises peut-être chaque jour, et qui ne fonctionnerait pas sans cette étrangeté. Les satellites qui te guident, ceux qui permettent à un appareil de te dire où tu te trouves à quelques mètres près, portent à leur bord des horloges atomiques. Or ces satellites filent à grande vitesse, très haut au-dessus de la Terre, loin de la masse qui ralentit le temps au sol. Pour eux, le temps ne s'écoule pas tout à fait comme pour toi. Leurs horloges, sous l'effet de leur vitesse, prennent du retard, et sous l'effet de la moindre gravité en altitude, prennent de l'avance, et la seconde cause l'emporte. Au total, chaque jour, leurs horloges avancent d'une fraction de seconde par rapport aux tiennes. Cela paraît dérisoire, mais sans correction, l'erreur de position s'accumulerait à un rythme tel que le système deviendrait inutilisable en quelques heures, te perdant de plusieurs kilomètres. Les ingénieurs doivent donc régler ces horloges en tenant compte des lois d'Einstein, sans quoi rien ne marcherait. La relativité du temps n'est pas une curiosité de laboratoire. Elle est inscrite, en silence, dans la machine qui repose dans ta poche. Et il y a plus troublant encore, car le mouvement n'est pas la seule chose qui plie le temps. La gravité aussi le déforme. Einstein, 10 ans après sa première percée, a compris que la masse, que le poids des choses, courbe non seulement l'espace mais le temps avec lui. Quand tu es proche d'une masse importante, le temps, pour toi, ralentit. Cela veut dire une chose étrange et tout à fait vraie. À cet instant précis, tes pieds, plus proches du centre de la Terre, vivent dans un temps qui s'écoule un peu moins vite que celui de ta tête. Ta tête vieillit, sur toute une vie, une fraction de seconde de plus que tes pieds. L'écart est minuscule, bien trop faible pour que tu le ressentes. Mais il est réel, et on sait le mesurer. Avec les horloges atomiques d'aujourd'hui, il suffit d'en soulever une de quelques dizaines de centimètres pour la voir battre un peu plus vite que sa voisine restée plus bas. Le temps, dans la pièce où tu reposes, n'est pas le même au sol et au plafond. Pousse cette idée jusqu'à son terme extrême, et tu rencontres l'un des objets les plus étranges du cosmos, où le temps se déforme au point de presque s'arrêter. Imagine un trou noir, cet astre effondré dont la masse est si concentrée que rien, pas même la lumière, ne peut s'en échapper une fois passée une certaine limite. À mesure que tu t'approches de cette limite, la gravité devient écrasante, et le temps, pour toi, se met à ramper. Imagine maintenant qu'un voyageur audacieux s'aventure vers ce gouffre, tandis que tu l'observes de loin, en sécurité. À mesure qu'il s'en approche,
tu le verrais ralentir, ses gestes s'alanguir, sa montre battre de plus en plus rares secondes. Et tout près de la frontière du trou noir, il te semblerait presque figé, suspendu, immobile pour l'éternité, comme une image arrêtée. Pour lui, pourtant, rien d'anormal. Sa propre montre lui paraîtrait avancer à son rythme habituel, et il franchirait la limite sans même la sentir. Deux observateurs, deux temps, deux vérités qui ne se rejoignent jamais. Là où la gravité est extrême, le temps n'est plus une horloge partagée, mais une chose qui s'étire et se fige selon où l'on se tient. Songe à ce que cela signifie, vraiment. Il n'existe pas un temps. Il en existe une infinité. Chaque horloge, chaque atome, chaque être vivant porte son propre temps, qui dépend de l'endroit où il se trouve et de la façon dont il se déplace. Le temps de la montagne n'est pas le temps de la vallée. Le temps de l'astronaute en orbite n'est pas le temps de l'homme resté au sol. Le temps près d'un astre massif rampe, quand celui du vide lointain file. Il n'y a aucun chef d'orchestre, aucune horloge maîtresse qui imposerait son rythme à toutes les autres. Chaque chose, dans l'univers, suit son propre fil de temps, à sa propre cadence, et ses fils ne se rejoignent jamais tout à fait. L'idée d'un grand maintenant partagé par tout le cosmos vient de voler en éclats. Mais attends, car ce n'est que le premier pas. Ce qui suit défait quelque chose d'encore plus intime. Avant d'aller plus loin, arrête-toi sur une question que tu ne t'es peut-être jamais posée. Si le temps des physiciens est si souple, si insaisissable, d'où vient alors la certitude tranquille que tu en as? Car toi, tu sens le temps passer. Tu le ressens couler, parfois trop vite, parfois pas trop lent. D'où te vient ce sentiment? La réponse est troublante, et elle vient non du cosmos, mais de l'intérieur de ton crâne. Tu n'as aucun organe pour percevoir le temps. Tu as des yeux pour la lumière, des oreilles pour le son, une peau pour le toucher, mais nulle part en toi il n'existe un capteur du temps, une horloge sensorielle qui te dirait combien de secondes viennent de s'écouler. Le temps que tu ressens n'est perçu nulle part. Il est construit, fabriqué, par ton cerveau, à partir de tout le reste. Et cette construction est faillible d'une étrange façon, ce qui en dit long sur sa nature. Tu le sais d'expérience. Une heure d'ennui te paraît interminable, quand une heure de bonheur file en un instant. Le temps semble s'accélérer avec l'âge, les étés de l'enfance s'étirant sans fin tandis que les années de l'adulte se télescopent. Dans un moment de grand danger, certains rapportent que tout se déroule au ralenti, comme si chaque seconde se dilatait. Rien de tout cela n'arrive au temps lui-même, qui reste impassible. Tout cela arrive à ta perception, à la façon dont ton cerveau estime la durée. Quand il enregistre beaucoup d'informations nouvelles, une expérience riche et inédite, il en garde un souvenir dense, et après coup, cette période te paraît avoir duré longtemps. Quand les jours se ressemblent, qu'il n'y a presque rien de neuf à retenir, le temps semble glisser sans laisser de traces. C'est pourquoi l'enfance, où tout est découverte, paraît si longue, et l'âge mûr, fait de routine, si bref. Il y a même, dans ton cerveau, non pas une horloge, mais une multitude d'horloges éparses qui se débrouillent comme elles peuvent. Des réseaux de neurones qui comptent les rythmes courts, d'autres qui jaugent les longues durées, des mécanismes liés au mouvement, à l'attention, à l'émotion. Ton sentiment du temps qui passe naît de l'accord, toujours approximatif, de tous ces comptes désaccordés. Quand tu attends quelque chose avec impatience, ton attention se braque sur le temps, et il te paraît s'éterniser. Quand tu es absorbé, captivé, ton cerveau cesse de le surveiller, et il s'évanouit. Le temps psychologique est ainsi une œuvre du cerveau, une histoire qu'il se raconte pour donner un ordre au flot des événements. Et cela rejoint, de façon saisissante, ce que la physique murmurait déjà. Le présent unique, l'instant privilégié, pourrait bien n'exister que là, dans la conscience qui le fabrique, et nulle part dans le monde extérieur. Reprends ton souffle, et reviens à ce que tu vis. Car malgré tout cela, tu sens bien qu'il existe un présent, un instant qui le tient, ici, maintenant. Le passé est derrière, achevé, irrévocable. L'avenir est devant, ouvert, indécis. Et entre les deux, mince comme une lame, le présent où tout se joue. Cette division te paraît la chose la plus évidente du monde. Eh bien, voici la deuxième étrangeté, peut-être la plus vertigineuse de toutes. Dans les lois de la physique, cette division n'existe pas. Le passé, le présent,
l'avenir y sont sur un pied d'égalité parfaite. Aucune équation ne dit qu'un instant est en train d'arriver tandis que l'autre est déjà passé. Pour la physique, tous les instants sont là, posés côte à côte, comme les images d'une pellicule de film déjà tournée. Et il y a une raison précise, venue de la relativité, qui rend le présent intenable comme notion universelle. C'est ce qu'on appelle la relativité de la simultanéité, et c'est l'une des découvertes les plus déroutantes d'Einstein. Deux événements qui te paraissent simultanés, qui se produisent au même instant pour toi, ne le seront pas pour quelqu'un qui se déplace par rapport à toi. Pour lui, l'un précédera l'autre. Et pour un troisième observateur, allant dans l'autre sens, l'ordre pourra même s'inverser. Il n'existe aucune façon de dire, de manière absolue, ce qui arrive en même temps dans l'univers. Le maintenant de quelqu'un sur une lointaine galaxie, s'il se déplace, peut englober ce qui est pour toi un futur encore à venir, ou un passé déjà révolu. Pousse ce raisonnement jusqu'au bout, et tu comprends que tous les instants doivent exister sur le même plan, car ce qui est à venir pour l'un est présent pour l'autre, et passé pour un troisième. Le présent ne peut donc pas être l'unique instant réel, puisqu'il n'y a pas d'accord sur ce qu'il contient. C'est ce constat implacable, qui pousse tant de physiciens vers l'idée que tous les instants sont aussi réels les uns que les autres. C'est une pensée difficile, alors prenons-la avec soin. Imagine une carte. Sur une carte, tu vois tous les lieux à la fois. Et Paris et Tokyo y figurent ensemble, sans qu'aucun ne soit privilégié, sans qu'aucun ne soit le lieu maintenant tandis que l'autre serait le lieu plus tard. Ils sont simplement là, tous les deux, à des endroits différents. Pour de nombreux physiciens, le temps ressemble à cela. Tous les instants de ton existence, ta naissance, cette nuit, ta dernière heure, existeraient ensemble, posés à des endroits différents non de l'espace, mais d'une vaste étendue qu'on nomme l'espace-temps. Ta vie entière y serait inscrite d'un seul tenant, comme un long ruban figé. Et le sentiment que tu as d'avancer dans le temps, de glisser du passé vers l'avenir, ne serait qu'une façon dont ta conscience parcourt ce ruban, sans que le ruban lui-même bouge en quoi que ce soit. On appelle parfois cette vision l'univers bloc. Tout ce qui a été, tout ce qui sera, coexisterait dans un même bloc immobile, hors du temps. Le grand physicien qui a posé les bases de cette idée, Hermann Minkowski, ancien professeur d'Einstein, l'a énoncé d'une formule restée célèbre. Le temps seul et l'espace seul, disait-il, sont condamnés à n'être plus que des ombres, et seule leur union garde une réalité. L'espace et le temps ne sont pas deux choses séparées, mais les deux faces d'une seule étoffe. Et dans cette étoffe, l'avenir est déjà là, aussi présent que le passé, simplement situé ailleurs. Pour sentir à quel point l'espace et le temps sont mêlés, songe à cette chose simple et vertigineuse. Quand tu lèves les yeux vers une étoile, tu ne la vois pas telle qu'elle est, mais telle qu'elle était quand sa lumière est partie, il y a des années, des siècles, parfois des milliers d'années. Regarder loin dans l'espace, c'est toujours regarder loin dans le passé. Le ciel que tu contemples n'est pas un instantané du présent, mais un patchwork d'époques différentes, chaque astre montrant un âge distinct selon sa distance. Tu ne verras jamais l'univers tel qu'il est maintenant, car ce maintenant lointain ne te parviendra jamais d'un seul coup. Le présent du cosmos n'existe pour personne. Il n'y a que des images d'autrefois, qui voyagent vers toi à la vitesse de la lumière, et te rejoignent avec le retard de leur distance. L'espace et le temps sont liés d'un nœud si serré que tu ne peux regarder l'un sans regarder l'autre. Voir loin, c'est voir vieux. Le ciel est une machine à remonter le temps, et tu n'as qu'à lever les yeux pour t'en servir. Si cette image était exacte, alors ta mort existe déjà, quelque part dans le bloc, au même titre que ta naissance. Rien n'arrive vraiment. Tout est, simplement. Je sais ce que cette idée éveille en toi, car elle dérange tout le monde, y compris les physiciens. Si l'avenir existe déjà, posé dans le bloc, alors qu'en est-il de tes choix? Quand tu décideras, demain, de tourner à gauche ou à droite, ce choix serait-il déjà inscrit, immuable, depuis toujours? Voilà une question redoutable, et je dois te le dire en toute franchise, elle n'a pas de réponse tranchée, qu'elle partage encore les esprits les plus rigoureux. Certains pensent que l'univers bloc est une simple façon de parler, une carte commode, et que la nouveauté du monde demeure réelle. D'autres l'embrassent jusqu'au bout, et tiennent que le passage du temps n'est qu'une illusion tenace de la conscience humaine. Einstein lui-même penchait de ce côté. À la mort d'un ami très cher,
Il écrivit dans une lettre que la distinction entre passé, présent et avenir n'est qu'une illusion, fût-elle obstinée. Pour lui, son ami n'avait pas vraiment disparu, car tous les instants de sa vie demeuraient, posés à jamais dans l'étoffe du monde. Il y a, dans cette pensée, autant de vertige que de consolation. Mais ne te laisse pas écraser par cette idée, car elle a une face lumineuse. Si l'univers bloque d'ivraie, alors rien de ce que tu as vécu ne s'efface. Les jours heureux que tu crois perdus ne sont pas anéantis. Ils sont seulement ailleurs, à un autre endroit du temps, aussi réels et aussi vivants qu'au moment où tu les as vécus. Le sourire d'un être aimé, un matin d'enfance, une joie ancienne, tout cela demeure, gravé dans le bloc indestructible. Ce n'est pas le néant qui engloutit le passé. C'est seulement ta conscience qui s'en éloigne, comme un voyageur s'éloigne d'une ville qui n'a pas cessé d'exister derrière lui. Garde cette idée près de toi, car nous y reviendrons à la fin, quand il faudra rendre au temps sa douceur. Je te vois résister à cela, et tu as raison de résister, car quelque chose, dans cette idée, heurte tout ce que tu éprouves. Tu sais bien que le passé est différent de l'avenir. Tu te souviens d'hier, mais pas de demain. Tu peux briser un verre, mais jamais le rassembler. Le café refroidit dans ta tasse, il ne se réchauffe jamais tout seul. Partout autour de toi, le temps a une direction, un sens, une flèche qui pointe du passé vers l'avenir et ne s'inverse jamais. Comment concilier cette flèche si évidente avec des lois qui ne distinguent pas les deux sens du temps? Voilà l'énigme. Et sa réponse t'attend dans le désordre des choses. Approche-toi de cette question, car elle est l'une des plus belles de toute la physique. Les lois fondamentales, celles qui régissent les particules, ne font aucune différence entre le passé et l'avenir. Si tu filmais le choc de deux billes parfaites et que tu passais le film à l'envers, rien ne te dirait qu'il tourne à l'envers. Tout y resterait possible, conforme aux lois. À l'échelle des atomes pris un par un, le temps n'a pas de direction. Et pourtant, à notre échelle, à l'échelle des verres brisés et du café qui refroidit, la direction est implacable. D'où vient-elle, si elle n'est pas dans les lois? Elle vient du nombre. Elle vient de l'immense quantité de particules qui composent les choses, et d'une grandeur que les physiciens appellent l'entropie. C'est une bascule étrange, et il faut la saisir avec soin, car elle change ta façon de voir le monde. Les lois qui gouvernent chaque particule sont, comme on dit, réversibles. Elles fonctionnent aussi bien dans un sens que dans l'autre du temps. Si tu connaissais l'état exact de toutes les particules d'un système et que tu inversais leur mouvement, tu verrais le passé se rejouer, le café se réchauffer, le verre se reconstituer, la fumée revenir dans la cheminée. Rien, dans les lois fondamentales, ne l'empêche. Et pourtant, jamais tu n'observes cela. Comment une foule de particules suivant des lois sans direction peut-elle produire un monde où le temps a, lui, une direction si nette? Voilà l'un des plus beaux paradoxes de la science, celui sur lequel le physicien Ludwig Boltzmann a usé sa vie et sa raison, à la fin du XIXe siècle. Sa réponse, qui fut longtemps incomprise et qu'on grava plus tard sur sa tombe, tient dans cette idée d'entropie, dans cette danse des probabilités à l'échelle des grands nombres. L'entropie, ne te laisse pas effrayer par le mot, c'est simplement une mesure du désordre. Pour être plus juste, une mesure du nombre de façons dont les choses peuvent être arrangées sans qu'on voie de différence. Prends un château de sable, bien dressé, avec ses tours et ses créneaux. Il n'existe qu'un très petit nombre d'arrangements des grains qui donnent ce château précis. C'est un état ordonné, rare, particulier. Maintenant, laisse la vague le défaire, le réduire à un tas informe. Ce tas, lui, peut être obtenu d'un nombre prodigieux de façons, car la position exacte de chaque grain n'a plus aucune importance. Le tas est un état désordonné, banal, qui se réalise de milliards de manières. Voilà le secret. Le désordre est tout simplement plus probable que l'ordre, parce qu'il y a un nombre sans commune mesure plus grand de façons d'être en désordre que d'être en ordre. Et c'est là que la flèche du temps prend sa source. Un système livré à lui-même évolue presque toujours vers les états les plus probables, c'est-à-dire les plus désordonnés. Non pas parce qu'une loi l'y oblige, mais simplement parce que ces états sont écrasants en nombre. Le verre se brise et ne se rassemble pas, parce qu'il existe d'innombrables façons d'être un tas d'éclats, et une seule d'être un verre entier. Le café chaud se mêle au lait froid, et jamais l'inverse, parce que le mélange tiède peut se réaliser de bien plus de manières que la séparation nette.
Une goutte d'encre tombée dans l'eau claire s'y disperse en volutes, puis se dilue jusqu'à teinter toute l'eau, et jamais tu ne verras l'encre diluée se rassembler d'elle-même en une goutte nette. Pourtant, rien dans les lois ne l'interdit vraiment. Ce serait seulement, à l'échelle des particules, d'une improbabilité si vertigineuse que cela ne se produit jamais, pas une fois dans toute l'histoire de l'univers. La flèche du temps n'est pas une interdiction. C'est une question de probabilité écrasante, de nombres si vastes qu'ils prennent l'allure d'une loi inviolable. La flèche du temps, ce sentiment irrésistible que les choses vont dans un sens et pas dans l'autre, n'est rien d'autre que cette montée du désordre. Le temps ne coule pas. Le désordre croît. Et nous appelons cela le passage du temps. Arrête-toi un instant sur la beauté de cette idée, car elle est saisissante. Ce que tu ressens comme le flux du temps, cette impression que le monde avance et ne revient jamais, ne serait pas une propriété du temps lui-même, mais une conséquence statistique. Une affaire de grand nombre. Si tu pouvais observer une seule particule, isolée, tu ne saurais pas dire dans quel sens va le temps. C'est seulement quand des milliards de particules se mêlent que la direction apparaît, comme un courant émerge d'un fleuve fait de gouttes qui, chacune, ne savent pas où elles vont. La flèche du temps n'est pas gravée dans les lois du monde. Elle naît de la foule des choses. Mais cette réponse, aussi belle soit-elle, ouvre aussitôt une question plus profonde, plus dérangeante, qui a tourmenté les physiciens jusqu'à aujourd'hui. Voici cette question, et elle est redoutable. Si le désordre augmente toujours, c'est qu'il était plus faible avant. Le café d'hier était plus chaud, le château d'avant la vague était plus dressé. En remontant ainsi, de moins de désordre en moins de désordre, on est conduit jusqu'au tout début, jusqu'à la naissance de l'univers. Et l'on tombe alors sur une chose stupéfiante. L'univers, à ses origines, devait se trouver dans un état d'ordre extraordinaire, d'une entropie d'une bassesse inouïe. Tout le désordre qui s'accumule depuis 13 milliards et demi d'années, tout le café qui refroidit et tous les verres qui se brisent, ne fait que dépenser, peu à peu, l'ordre prodigieux du commencement. La flèche du temps que tu ressens cette nuit puise sa source dans la singulière mise en ordre de l'univers naissant. Pourquoi le cosmos a-t-il commencé si bien rangé? Personne ne le sait avec certitude. C'est l'une des plus grandes énigmes ouvertes de la physique. Elle se cache derrière le geste le plus banal, derrière ta tasse qui tiédit. Repose-toi un instant sur cette pensée vertigineuse. La raison pour laquelle tu te souviens du passé et non de l'avenir, la raison pour laquelle tu vieillis et ne rajeunis pas, la raison pour laquelle le temps semble avoir un sens, tout cela remonte aux premiers instants de l'univers, à son ordre initial inexpliqué. Tu portes en toi, dans le moindre de tes gestes, l'écho de ce commencement. Quand tu vois la fumée monter de ta tasse et se disperser sans jamais revenir, tu assistes à la même montée du désordre qui a commencé avec le cosmos lui-même. Ton vieillissement, ta mémoire, ton sentiment du temps qui passe sont les enfants lointains de cet ordre originel. Et regarde de plus près ta mémoire, car elle cache, dans la flèche du temps, un secret subtil. Tu te souviens du passé et non de l'avenir. Cela te paraît si naturel que tu n'y vois aucune énigme. Mais pourquoi? Pourquoi le souvenir va-t-il dans un sens et jamais dans l'autre? La réponse, encore une fois, tient à l'entropie. Pour qu'un souvenir se forme, pour qu'une trace se grave dans ton cerveau, il faut qu'un peu d'ordre y soit créé, et pour créer cet ordre local, il faut produire du désordre ailleurs, de la chaleur dissipée, de l'énergie dépensée. Mémoriser, c'est consommer de l'ordre. Or l'ordre disponible vient du passé, de cette réserve initiale léguée par le commencement de l'univers. Tu ne peux souvenir que dans le sens où coule le désordre, c'est-à-dire vers l'avenir. Ainsi, le souvenir lui-même est un esclave de la flèche anthropique. Ta mémoire pointe vers le passé pour la même raison que la fumée se disperse et que le verre se brise. Tout cela n'est qu'une seule et même chose, vue sous des visages différents. Songe à l'unité prodigieuse de tout cela. Le café qui refroidit, le verre qui se brise, le souvenir qui se grave, le vieillissement de ton corps, la dispersion de la fumée, et même ta sensation intime que le temps avance, tout cela découle d'un seul principe, la montée du désordre, qui découle lui-même d'un seul fait, l'ordre étrange du commencement. La flèche du temps n'a pas mille causes. Elle en a une seule, immense et lointaine, dont tout le reste n'est que l'ombre portée. Quand tu regardes ta vie défiler, tu regardes, sans le savoir, le très lent épuisement de l'ordre originel de l'univers. Et puisque la flèche du temps n'est que cet épuisement,
pose-toi la question qui s'impose, et qui donne le vertige. Que se passera-t-il quand l'ordre sera tout à fait dépensé? Si le désordre ne cesse de croître, il doit y avoir un terme, un état de désordre maximal au-delà duquel rien ne peut plus augmenter. Les physiciens ont un nom pour ce destin lointain de l'univers. Ils l'appellent la mort thermique. Imagine un futur si éloigné que les nombres en perdent tout sens. Toutes les étoiles se seront éteintes, faute de combustible. Les galaxies se seront dispersées. La matière elle-même se sera défaite au fil d'âges sans nombre. Tout l'univers aura atteint une tiédeur uniforme, une grisaille parfaite où plus aucune différence ne subsiste, où plus rien n'est plus chaud ni plus froid, plus ordonné ni moins ordonné qu'ailleurs. Et voici la chose stupéfiante. Dans un tel univers, le temps lui-même cesserait d'avoir un sens. Car s'il n'y a plus de désordre à créer, plus de différence à effacer, plus aucun changement possible, alors la flèche du temps n'a plus rien pour s'orienter. Le temps ne s'arrêterait pas dans un fracas. Il s'évanouirait en silence, faute de quoi se nourrir. Là où rien ne change, il n'y a plus de temps. La fin du temps ne serait pas une catastrophe, mais une immobilité parfaite, un éternel présent vide. Laisse cette pensée résonner, sans qu'elle t'effraie, car elle est d'une étrange beauté. Le temps que tu vis cette nuit, avec ses heures, ses saisons, son flot continu, est un privilège de cette époque de l'univers, une époque encore jeune, encore riche d'ordre à dépenser. Nous vivons dans la grande saison du changement, là où les étoiles brillent, où le café peut refroidir, où la mémoire peut se graver, où le temps peut couler. C'est une fenêtre, une parenthèse de durée ouverte entre l'ordre du commencement et la grisaille de la fin. Et c'est dans cette fenêtre, à ce moment juste, que tu existes, capable de sentir le temps passer. Loin d'être banal, ton temps est un trésor rare, suspendu entre deux silences. Mais nous n'avons pas fini de défaire le temps. Car jusqu'ici, nous avons supposé qu'il existait, ce temps, même tordu, même dépourvu de présent. La prochaine étape va remettre en cause son existence même. Avance avec prudence, car nous entrons à présent dans une région où les certitudes manquent, où les physiciens eux-mêmes tâtonnent, et où je dois avertir, en toute franchise, de ce qui est solide et de ce qui ne l'est pas. Tout ce que je t'ai dit jusqu'ici, la souplesse du temps, l'absence de présent dans les lois, la flèche née de l'entropie, tout cela repose sur des mesures, des expériences, des théories éprouvées 1000 fois. C'est solide. Ce qui vient maintenant est différent. C'est une frontière de la recherche, des pistes que l'on explore sans savoir encore laquelle la bonne. Il faut donc l'écouter autrement, non comme une vérité acquise, mais comme une question profonde que les meilleurs esprits se posent en ce moment même. Voici d'où vient le trouble. Nous avons deux grandes théories du monde, et toutes deux fonctionnent à merveille. D'un côté, la relativité d'Einstein, qui décrit le très grand, l'espace, le temps, la gravité, les galaxies. Et de l'autre, la physique quantique, qui décrit le très petit, les atomes, les particules, les forces qui les lient. Chacune triomphe dans son domaine. Mais quand on essaie de les réunir en une seule théorie, pour décrire ce qui se passe là où le très grand et le très petit se rencontrent, au cœur d'un trou noir, ou à l'instant même de la naissance de l'univers, les deux refusent de s'accorder. Les équations s'effondrent, donnent des résultats absurdes. Et au cœur de ce désaccord se cache, justement, le temps. La relativité traite le temps comme une étoffe souple. La physique quantique le traite comme un arrière-plan fixe. Les deux ne peuvent pas avoir raison ensemble. Quelque chose, dans notre idée du temps, doit céder. Et certains physiciens, parmi les plus audacieux, pensent savoir quoi. Ils pensent que le temps doit céder en entier. Que pour réconcilier les deux théories, il faut écrire les lois fondamentales du monde sans aucun temps du tout. Une équation a même été écrite, dans les années 1960, par deux chercheurs nommés John Wheeler et Bryce DeWitt, une équation qui prétend décrire l'univers tout entier d'un seul trait. Et cette équation a une propriété stupéfiante, qui a déconcerté ceux qui l'ont découverte. Le temps n'y figure pas. Il n'y apparaît nulle part. Comme si, à ce niveau le plus profond, le plus fondamental, l'univers était quelque chose de figé, d'intemporel, où rien ne s'écoule. On a appelé cela le problème du temps. Et il reste, aujourd'hui encore, l'un des mystères les plus profonds de la physique théorique. Pour t'aider à sentir d'où vient ce trouble, il faut que tu saisisses une chose sur la matière même de l'espace et du temps.
dans la vie courante, tu les imagines lisses, continues, divisibles à l'infini. Entre deux instants, tu crois pouvoir toujours en glisser un troisième, et ainsi sans fin. Mais plusieurs théories de la gravité quantique suggèrent qu'il n'en est rien. Que l'espace, comme le temps, pourrait être fait de grains, de morceaux indivisibles, en deçà desquels il n'y a plus rien à découper. Il existerait une plus petite durée possible, un grain de temps si bref qu'aucun instant ne pourrait être plus court. Une de ces théories, qu'on nomme la gravité quantique à boucle, décrit l'espace comme un tissu fait de mailles minuscules, une dentelle de l'infime, du plus petit qui soit. Et si l'espace est ainsi granuleux, le temps pourrait l'être aussi, avancé non par un flot continu, mais par sauts imperceptibles, comme les images d'un film qui, vu de loin, donnent l'illusion d'un mouvement fluide. Le temps que tu crois couler sans heurts serait alors une suite de battements discrets, trop serrés pour que tu les distingues. Je le redis, ce ne sont pas des certitudes, mais des pistes que l'on explore. Elles montrent à quel point le temps lisse de ton intuition pourrait n'être qu'une apparence de surface. Mais alors, si le temps n'est pas dans les lois fondamentales, d'où vient celui que tu vis? Comment peux-tu sentir le temps passer, si le monde, au fond, est immobile? La piste que certains explorent est d'une beauté renversante. Le temps, disent-ils, ne serait pas une chose première, mais une chose émergente. Souviens-toi de la chaleur. Un seul atome n'a pas de température. La chaleur n'existe pas pour une particule isolée. Elle n'est seulement quand un grand nombre de particules s'agitent ensemble. La chaleur émerge de leur mouvement, sans être présente dans aucune d'elles. Et si le temps était de cette nature? S'il n'existait pas au niveau des briques fondamentales, mais émergeait seulement de leur foule, de leurs relations, comme la chaleur émerge de l'agitation, le temps ne serait pas le décor du monde, mais une qualité qui apparaît quand les choses sont assez nombreuses, assez liées les unes aux autres. Il existe même une idée plus subtile encore, et qui a connu un début de confirmation troublant. Deux physiciens, Don Page et William Wouter, ont proposé que le temps pourrait naître d'un lien profond entre les parties du monde, un lien que la physique quantique appelle l'intrication. Voici l'idée, dans sa simplicité vertigineuse. Imagine l'univers entier comme un seul objet, figé, hors du temps, conforme à cette équation où le temps n'apparaît pas. Vu de l'extérieur, par un regard impossible qui embrasserait tout, rien ne bougerait. Mais découpe cet univers en deux parties, et observe l'une à travers l'autre, en prenant l'une comme horloge pour l'autre. Alors, à l'intérieur, du temps apparaît. Le mouvement renaît. Le changement devient visible, non parce qu'il y aurait un temps extérieur, mais parce que les deux parties sont liées, accordées, intriquées. Le temps serait ainsi une affaire de relation, de corrélation entre les morceaux du monde. Pris d'un seul bloc, l'univers serait intemporel. Pris du dedans, par une partie qui regarde le reste, il se mettrait à couler. Et il y a quelques années, des chercheurs ont reproduit ce mécanisme dans un petit système de laboratoire, montrant qu'un observateur lié au système y voyait du temps passer, là où un observateur extérieur n'en voyait aucun. Ce n'est qu'un modèle réduit, une analogie, et nul ne sait s'il vaut pour l'univers réel. Mais l'idée est là, troublante, sérieuse. Le temps que tu vis serait peut-être le fruit de ton lien avec le reste du monde, le signe que tu fais partie d'un tout dont il ne peut te détacher. Laisse cette idée te porter, car elle change tout. Certains chercheurs, comme le physicien italien Carlo Rovelli, défendent que le monde, au fond, n'est pas fait de choses qui durent dans le temps, mais d'événements, de relations, de changements qui s'enchaînent sans qu'il faille un temps extérieur pour les contenir. Le temps ne serait pas ce dans quoi les choses arrivent. Il serait juste une manière de compter les changements. Là où rien ne change, le temps n'aurait pas de sens. Et le présent unique, le maintenant partagé par l'univers, serait pour de bon une illusion, non seulement parce que la relativité l'a montré, mais parce que, au niveau le plus profond, il n'y aurait pas de temps du tout pour porter un présent. Je dois insister, car c'est important. Ce ne sont pas des certitudes. Ce sont des hypothèses sérieuses, débattues, qui pourraient se révéler fausses. Mais elles montrent jusqu'où la science est prête à aller pour comprendre le temps. Jusqu'à envisager qu'il n'existe pas. Reprends ton calme, car nous avons défait beaucoup de choses cette nuit, et il est temps de rassembler. Récapitule le chemin parcouru. Tu pensais qu'il existait une horloge universelle, et tu as vu qu'il n'en existe aucune, que chaque chose porte son propre temps.
Tu pensais que le présent était une réalité du monde, et tu as vu qu'aucune loi ne sait le nommer. Tu pensais que la flèche du temps était inscrite dans la nature, et tu as vu qu'elle naît du désordre des grands nombres, et remonte à l'ordre étrange du commencement. Et tu as entrevu, enfin, que le temps lui-même pourrait n'être pas fondamental, mais émerger d'autres choses, comme la chaleur émerge du mouvement. À chaque pas, le temps a perdu un peu de sa solidité. Il a cessé d'être le roc sur lequel repose le monde, pour devenir quelque chose de souple, de relatif, de statistique, et peut-être même de second. Mesure le chemin que ton esprit a parcouru cette nuit. Tu es parti d'une certitude d'enfant, l'idée d'un temps unique, le même pour tous, qui coule du passé vers l'avenir comme une rivière partagée par le monde entier. Et tu te retrouves au bord d'un gouffre, devant l'idée que le temps n'est peut-être qu'une apparence, une histoire que la matière et la conscience se racontent. Entre les deux, chaque marche t'a éloigné un peu plus du temps naïf. Tu as appris qu'une horloge en mouvement retarde, qu'une horloge en hauteur avance, que les muons venus du ciel et les satellites dans ta poche le prouvent à chaque instant. Tu as appris que près d'un trou noir le temps se fiche presque, et que ta tête vieillit plus vite que tes pieds. Tu as appris que le présent n'est écrit dans aucune équation, que l'avenir existe peut-être déjà, posé dans le grand bloc immobile du monde. Tu as appris que la flèche du temps n'est pas une loi, mais la lente montée du désordre, héritée de l'ordre étrange du commencement, et destinée à s'éteindre un jour dans la grisaille de la fin. Tu as appris, enfin, que les plus grands esprits cherchent aujourd'hui à écrire les lois du monde sans temps du tout, et que le temps que tu vis pourrait émerger de la trame profonde des choses, comme la chaleur émerge du mouvement, comme la couleur émerge de la lumière. C'est beaucoup, je sais. Tant de certitudes défaites en une seule nuit pourraient laisser un sentiment de perte, comme si le sol manquait sous les pieds. Mais ne t'arrête pas là, car ce serait s'arrêter au milieu du gué. Ce que la science défait d'une main, elle le rend de l'autre, plus beau, plus profond. Car comprendre que le temps n'est pas ce que tu croyais ne le rend pas moins réel. Cela le rend plus mystérieux, plus précieux, plus digne d'émerveillement. Et pourtant, prends garde à ne pas te perdre dans le vertige. Car de tout cela, il ne faut pas conclure que le temps est un mensonge, ou que ton expérience est une erreur. C'est tout le contraire. Que le temps émerge du désordre, qu'il dépende de ta vitesse, qu'il n'ait pas de présent dans les équations, rien de cela n'enlève la moindre réalité à ce que tu vis. La chaleur émerge du mouvement des atomes, et elle n'en est pas moins réelle quand tu te chauffes les mains près d'un feu. De même, le temps émerge peut-être de la trame profonde du monde, mais il n'en est pas moins réel quand tu le ressens passer. Comprendre d'où vient une chose ne la fait pas disparaître. Cela la rend plus précieuse, plus émouvante, car tu sais désormais sur quel mystère elle repose. Pense à l'arc-en-ciel. On a longtemps cru qu'il était un signe, un pont, une chose en soi. Puis on a compris qu'il n'est qu'un jeu de la lumière dans les gouttes de pluie, qu'il n'existe à aucun endroit précis du ciel, qu'il se déplace avec celui qui le regarde et qu'il n'est jamais le même pour deux personnes. L'arc-en-ciel, en un sens, n'existe pas comme un objet du monde. Et pourtant, qui dirait qu'il a cessé d'être beau depuis qu'on l'a compris? Sa beauté n'a fait que s'approfondir, enrichie de tout ce qu'on sait désormais de la lumière et de l'eau. Il en va de même pour le temps. Qu'il émerge du désordre, qu'il dépende de ta vitesse, qu'il n'ait pas de présent dans les équations, rien de cela ne ternit l'instant que tu vis. Au contraire. Chaque seconde que tu traverses est traversée, en retour, par toute l'histoire de l'univers, par l'ordre du commencement, par la danse des particules, par le lien profond qui t'unit au reste du monde. Tu ne vis pas un temps banal. Tu vis un miracle si ordinaire que tu avais cessé de le voir. Alors songe à ce que ton temps a d'extraordinaire, à présent que tu en connais la fragilité. Tu vis dans un coin de l'univers où le temps s'écoule, où le désordre croît à un rythme assez mesuré pour que des êtres comme toi puissent exister, se souvenir, anticiper, aimer. Il a fallu l'ordre prodigieux du commencement, puis 13 milliards et demi d'années de désordre croissant, pour qu'apparaisse enfin un être capable de se demander ce qu'est le temps. Tu es ce point rare où l'univers, après tant de durée, se retourne sur lui-même et s'interroge sur sa propre nature. Le temps a coulé tout ce temps, à travers les étoiles et les générations, pour produire cette nuit, cette pensée, ce moment où tu te demandes si le temps existe. Il y a là quelque chose de bouleversant, qui dépasse toutes les équations. Et maintenant, le seul temps qui compte vraiment, celui que je t'avais promis de te rendre. Oublie un instant les horloges atomiques,
l'entropie, l'univers bloque et l'équation s'entend. Reviens à ce que tu connais le mieux. Le temps que tu vis n'est ni celui des physiciens ni celui des philosophes. C'est le temps de ton souffle qui entre et qui sort. C'est le temps de ton cœur qui bat son rythme habituel dans ta poitrine. C'est le temps des saisons que tu traverses, des visages que tu aimes et qui changent à côté de toi, des souvenirs qui se déposent en toi couche après couche. Ce temps-là, aucune théorie ne le réduira jamais à une illusion. Car il est tissé de ce que tu ressens, et ce que tu ressens est, pour toi, la plus haute des réalités. Songe à ce que ce temps vécu a porté. Il a porté le premier visage que tu as reconnu, penché sur toi quand tu n'étais qu'un nourrisson. Il a porté les longs après-midi de ton enfance, qui te paraissaient sans fin parce que tout y était neuf. Il a porté les rencontres qui ont changé ta vie, les peines que le temps a peu à peu adoucies, les joies que tu gardes intactes. Tout cela, ce temps l'a tissé, fil après fil, sans jamais s'interrompre, depuis ta première heure jusqu'à cette nuit où tu reposes. Et il continue, en ce moment même, à tisser. Chaque souffle que tu prends est un fil de plus. Chaque battement de ton cœur ajoute à la trame. Tu es, à cet instant, en train de fabriquer du temps vécu, du temps qui restera tien à jamais, inscrit dans le grand ruban du monde. Il n'y a pas de geste plus humble, et pourtant pas de geste plus grand, que de simplement durer, de continuer d'être là, vivant, conscient, dans le flot des instants. Et il y a une vérité plus douce encore, que la science laisse entrevoir sans pouvoir tout à fait la dire. Ce temps que tu vis, ce temps fait d'attention et de présence, est peut-être le seul endroit de l'univers où le présent existe vraiment. Les étoiles n'ont pas de présent. Les pierres n'ont pas de maintenant. Le grand bloc de l'espace-temps, s'il existe, est tout entier étalé, sans privilège pour aucun instant. Mais toi, être conscient, tu portes en toi cette chose introuvable ailleurs, ce point lumineux du maintenant, cette pointe vive où le monde se fait sentir. En ce sens, tu n'es pas seulement dans le temps. Tu es, en partie, ce qui fait le temps, ce qui lui donne un présent, un avant et un après, un goût et une couleur. Sans des êtres comme toi, l'univers durerait sans le savoir. C'est toi qui le sais pour lui. Il y a, dans cette pensée, une consolation profonde. Si le présent n'existe pas dans les équations, alors le seul endroit où il existe, c'est en toi. Tu es, en quelque sorte, le lieu où le temps prend un sens. C'est ta conscience qui découpe le passé, le présent et l'avenir, qui transforme le simple désordre croissant en mémoire, en attente, en histoire. Sans des êtres comme toi, l'univers ne serait qu'un changement aveugle, une montée muette du désordre, sans personne pour la vivre comme un temps. C'est toi, et les rares êtres comme toi dispersés peut-être à travers le cosmos, qui donnaient au temps son visage, son goût, sa douceur et sa mélancolie. Sans regard pour le vivre, le passage du temps ne serait qu'un mot vide. Une montagne qui s'érode ne sait pas qu'elle dure. Une étoile qui brûle ne compte pas ses millions d'années. Il faut une conscience, une mémoire, une attente, pour que la simple succession des choses devienne du temps vécu, avec son poids, son sens, sa beauté. Tu es ce lieu rare où la matière, après des milliards d'années, s'est organisée au point de pouvoir ressentir sa propre durée. C'est une chose presque incroyable, quand on y songe. L'univers a mis tout ce temps à fabriquer des êtres capables de savoir qu'il y a du temps. Le présent, ce maintenant introuvable dans les lois, tu le portes en toi comme une petite flamme que rien dans la physique ne peut éteindre. Il y a, dans cette flamme, une forme de liberté que rien ne peut ôter. Quoi que disent les équations, quel que soit le sort du présent dans les théories savantes, tu restes maître de l'attention que tu portes à l'instant qui passe. Tu peux le laisser filer sans le voir, happé par le souvenir d'hier ou le souci de demain. Ou tu peux, comme cette nuit, t'arrêter et le sentir tout entier, ce maintenant tranquille, ce souffle, ce repos. Et quand tu le fais, quand tu reviens habiter le présent, tu touches du doigt la seule éternité qui te soit donnée. Car le présent, aussi mince soit-il, est tout ce dont il dispose vraiment. Le passé n'est plus à ta portée, l'avenir n'y est pas encore. Il ne te reste que ce point, ce maintenant, et il est, à sa façon, sans limite, car on peut s'y enfoncer sans fin, y trouver une profondeur que l'horloge ne mesure pas. Les sages de toutes les traditions l'ont pressenti bien avant les physiciens. Le temps qui compte n'est pas celui qu'on compte. C'est celui qu'on habite. Alors laisse cette idée t'apaiser, en cette fin de voyage.
Tu n'as pas à craindre que le temps passe trop vite, ni qu'il ne soit qu'une illusion sans valeur. Le temps qui compte n'est pas une rivière qui t'emporte malgré toi. C'est l'étoffe même de ta vie, faite de tous tes instants vécus, qui demeure, d'une certaine façon, inscrit à jamais dans l'espace-temps, comme le pensait Minkowski. Ta naissance, ce soir, chaque jour que tu as aimé, rien de tout cela ne s'efface vraiment. Tout reste posé dans le grand ruban du monde, indélébile. Le passé n'est pas perdu. Il est seulement ailleurs, à un autre endroit du temps, aussi réel qu'il a toujours été. Et il y a, dans cette idée, de quoi regarder ta propre existence avec une paix nouvelle. Imagine ta vie non comme une bougie qui se consume, où chaque instant brûlé serait perdu à jamais, mais comme un long ruban déroulé dans l'étoffe du monde, où chaque instant demeure à sa place, inaltérable. À une extrémité, ta naissance, ce premier souffle. À l'autre, ton dernier jour, où qu'il se trouve. Et entre les deux, l'immense tapisserie de tout ce que tu auras été, brodée d'innombrables instants, le moindre regard, le moindre rire, la moindre nuit comme celle-ci. Rien de ce qui fut ne s'efface de ce ruban. Le toi d'hier existe toujours, à sa place sur la trame. Le toi de l'enfance y est encore, en train de courir dans un jardin oublié. Tous tes âges coexistent, posés côte à côte, dans le grand bloc du temps. Tu n'es pas une flamme qui s'éteint. Tu es une figure entière, déployée dans l'espace-temps, dont la conscience parcourt les instants l'un après l'autre, mais qui demeure, tout entière, à jamais. Et si cette image te paraît trop vaste, trop abstraite, alors reviens à la plus simple des vérités, celle qui ne dépend d'aucune théorie. Tu es là, cette nuit. Tu respires, tu penses, tu reposes. Ce fait nu, cette présence tranquille, est plus solide que toutes les questions que la physique laisse ouvertes. Que le temps existe ou non au fond des choses, toi, tu existes à cet instant, et cet instant te suffit. Il n'y a rien à comprendre de plus pour goûter la paix de cette nuit. Il suffit d'être là, et de le savoir. Repose-toi maintenant, et laisse le temps faire ce qu'il fait toujours, sans que tu aies à t'en mêler. Ton souffle entre, calme, et descend dans ta poitrine. Ton souffle s'en va, emportant avec lui un peu de la tension du jour. Tu n'as pas à compter les secondes, tu n'as pas à veiller sur l'horloge. Le temps coule de lui-même, à son rythme, comme le désordre croît dans l'univers, sans hâte et sans effort. L'air entre, l'air ressort, et chaque souffle te dépose un peu plus avant dans le repos. Il n'y a, à cet instant, ni passé à regretter, ni avenir à redouter. Il n'y a que ce maintenant tranquille, ce présent introuvable dans les équations et pourtant si plein, où tu reposes, vivant, sous le grand ruban silencieux du temps. Remarque comme le temps, déjà, se dessert autour de toi. Tu n'as plus à le mesurer, plus à le suivre, plus à le tenir. Pendant le jour, tu cours après lui, tu comptes les heures, tu redoutes d'en manquer. Mais ici, dans le repos, le temps cesse d'être un maître. Il redevient ce qu'il est au fond, un flot tranquille qui te porte sans que tu aies à ramer. Laisse-le faire. Laisse les minutes se fondre les unes dans les autres, perdre leur contour, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de minutes du tout, plus que cette durée douce et continue où le sommeil se prépare. C'est ainsi que dorment les enfants, sans souci du temps, abandonnés à la nuit. C'est ainsi que tu peux dormir, cette nuit, déposant enfin le fardeau des heures. Pense à toutes les horloges du monde qui, en ce moment, battent leurs mesures, chacune un peu différente de sa voisine, aucune accordée à toutes les autres. Les horloges des villes, les montres au poignet, les battements des cœurs, les horloges atomiques dans leur laboratoire, les satellites dans le ciel, et tout là-haut, les étoiles qui vivent chacune leur temps propre. Un immense désaccord d'horloges, une cacophonie silencieuse de temps multiples, sans chef pour les unir. Et au milieu de tout cela, ton temps à toi, le seul que tu es, qui ralentit à présent au rythme de ton souffle qui s'apaise. Tu n'as pas à t'accorder aux autres. Tu n'as qu'à suivre ton propre fil, ce fil tranquille qui te mène, sans hâte, vers le sommeil. Songe, en te laissant aller, à cette chose douce et vraie. Que le temps qui t'a porté jusqu'à cette nuit est le même qui a fait briller les premières étoiles, le même qui a forgé les atomes de ton corps, le même qui a coulé à travers tous les âges du monde pour aboutir à toi, ici, maintenant. Tu es l'aboutissement provisoire d'un temps immense, le point où 13 milliards et demi d'années de désordre croissant ont produit un être capable d'aimer et de comprendre. Et même si,
Au fond des choses, le temps n'était qu'une apparence née de la trame du monde, cela ne changerait rien à la beauté de cet instant. Car cet instant, tu le vis. Et le vivre est déjà une réponse à toutes les questions que la physique laisse ouvertes. Songe au chemin que cette matière a parcouru pour aboutir à toi. Les atomes qui composent ton corps, le carbone de tes os, l'oxygène de ton souffle, le fer de ton sang, ont voyagé à travers des temps immenses avant de te former. Ils ont été forgés au cœur d'étoiles disparues, dispersées dans l'espace par leur mort, rassemblés en un nuage, condensés en une planète, mêlés à l'eau et à la lumière, assemblés peu à peu en cellules, en êtres, jusqu'à toi. Chacun de ces atomes porte en lui une histoire de plusieurs milliards d'années. Et tout ce temps inconcevable, a coulé pour qu'arrive cette nuit, ce souffle, cette pensée. Tu n'es pas un accident perdu dans le temps. Tu en es le fruit patient, l'œuvre lente, le terme provisoire. Et quand tu sentiras le sommeil te prendre, songe que tu confies ce corps tissé d'étoiles au repos le plus naturel du monde, comme l'univers entier se repose, chaque nuit, dans la part de lui-même qui dort. Il y a quelque chose d'apaisant à se savoir ainsi porté par un temps si vaste. Tes soucis, tes hâtes, les heures que tu crois manquer, tout cela s'allège quand tu le replaces dans cette immensité. Qu'est-ce qu'une journée pressée, au regard des milliards d'années qui t'ont fait naître? Qu'est-ce qu'une nuit d'attente, au regard du lent épuisement de l'ordre du monde? Tu peux relâcher ta prise sur le temps. Tu peux cesser de le compter, de le craindre, de le poursuivre. Il est plus vaste que toi, plus patient que toi, et il te porte sans que tu aies rien à faire. Laisse-le te porter, cette nuit, comme une eau profonde porte celui qui cesse de se débattre. Laisse cette paix se répandre en toi, des pieds jusqu'au front, comme une eau tiède qui monterait sans bruit. Tes pieds, qui ont porté tes journées, se détendent et s'abandonnent. Tes jambes, lourdes et tranquilles, s'enfoncent dans le repos. Ton dos s'étale et trouve son appui. Tes épaules s'abaissent, libérées de toute charge. Ta nuque, ta mâchoire, ton front se lisse comme une eau qui s'apaise après que le vent est tombé. Il n'y a plus rien à tenir, plus rien à mesurer, plus rien à craindre. Le temps fait son œuvre tout seul, fidèle, comme il a toujours fait, et tu peux te laisser glisser, en confiance, vers le sommeil qui monte. Ressens comme ton corps tout entier accepte ce relâchement, partie après partie, comme une marée qui se retire sans bruit. Là où il y avait de la tension, il n'y a plus que de la pesanteur tranquille. Là où il y avait de la hâte, il n'y a plus que de la durée douce. Ton visage s'est défait de ses derniers plis. Ta respiration a trouvé son rythme le plus calme, ce rythme qui n'appartient qu'au sommeil et qui s'installe de lui-même quand tu cesses d'y veiller. Chaque expiration t'enfonce un peu plus avant dans le repos, comme une barque qui descend un fleuve lent, sans rame, portée par le seul courant. Et ce courant, c'est le temps même, ton temps à toi, qui te conduit avec une patience infinie vers le rivage du sommeil. Tu n'as rien à faire pour l'aider. Il sait le chemin. Il a toujours su. Tes pensées, à présent, ne sont plus que des fragments épars, qui flottent et s'éloignent. L'image de deux horloges qui ne s'accordent jamais. Le grand ruban de l'espace-temps où tous tes instants demeurent. La fumée qui monte et se disperse sans jamais revenir. L'équation étrange où le temps n'apparaît pas. Ces fragments dérivent en toi, de plus en plus distants, séparés par des plages de calme où plus rien ne se forme. Tu ne cherches pas à les retenir. Tu les laisses se défaire, l'un après l'autre, comme le désordre se répand sans effort, et tu te rends, sans crainte, à la grande paix de cette nuit. Et tandis que ces images s'éloignent, remarque comme ta perception du temps elle-même commence à changer. C'est toujours ainsi, au seuil du sommeil. Le fil du temps se relâche, se distend, perd sa régularité de veille. Bientôt, tu ne sauras plus très bien combien de temps a passé. Quelques minutes te sembleront une longue dérive, ou bien une heure s'écoulera comme un souffle. C'est que ton cerveau, en s'endormant, lâche peu à peu les horloges qu'il tenait serrées tout le jour. Il cesse de mesurer, de compter, de surveiller. Et dans ce relâchement, tu touches une vérité que cette nuit t'a enseignée. Le temps n'a jamais été aussi ferme que tu le croyais. Il a toujours été cette chose souple, malléable, qui s'étire et se contracte selon l'état où tu te trouves. En t'endormant, tu en fais l'expérience directe, douce, sans aucune équation. Le temps se défait en toi comme il se défait dans le cosmos, et tu le laisses faire, sans résistance.
Au-dessus de toi, par-delà le toit et les nuages, le ciel poursuit sa lente rotation, et chaque étoile y vit son propre temps, à sa propre cadence, sans qu'aucune horloge ne les commande. Et toi, tu reposes sous cette immensité aux temps multiples, accordée à son silence, une petite chaleur consciente au creux du grand ruban du monde. Tu n'as nulle part où aller, rien à rattraper, aucun instant à saisir. Le seul temps qui te reste, tu le tiens déjà, tout entier, dans la douceur de ce souffle qui va et qui vient. Et lorsque le matin viendra, lorsque le temps t'aura porté à travers la nuit jusqu'à la lumière nouvelle, tu te réveilleras sans même avoir senti passer les heures. C'est le don le plus étrange du sommeil, cette traversée du temps sans en garder la trace. Tu fermeras les yeux dans la nuit, et tu les rouvriras dans le jour, comme si le temps s'était replié sur lui-même, comme si quelques instants seulement t'avaient séparé du soir et du matin. Voilà encore une preuve, douce et quotidienne, que le temps n'est pas la chose rigide que tu croyais. Il se plie, il se replie, il disparaît parfois tout à fait à ta conscience, et il te rend pourtant, au réveil, reposé, renouvelé, prêt pour un jour de plus. Confie-toi à lui sans crainte. Il t'a toujours ramené au matin. Il le fera encore. Tu peux dormir en paix. Le temps veille pour toi, et il te porte, comme il porte toute chose, sans hâte, vers le matin. Et maintenant, tu peux dormir. Bonne nuit.